Parti. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de Cap Industrie. Je suis Mathieu Calais, chargé de mission développement industriel pour Cap Industrie. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un panel d'experts et puis un chef d'entreprise pour parler prévention, gestion et puis surtout rebond concernant les entreprises qui peuvent éprouver des difficultés d'ordre économique et financier. Alors pour animer ce webinaire, nous avons l'honneur d'accueillir Bernard Fontanel, mon acolyte depuis longtemps, qui va animer les débats. Et surtout, les intervenants experts, Pierrick Jalot, qui est responsable d'intervention économique, financière et sociale pour la région Hauts-de-France, Séverine Deslandes, qui est la commissaire au redressement productif pour la région Hauts-de-France en charge de l'ancienne Picardie, le versant sud, Yves Lenormand, vice-président du tribunal de commerce de Compiègne, Daniel Waldman, administrateur judiciaire pour le cabinet Réagir, Frédéric Tilly, vice-président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, Corinne Renard, présidente de l'Ordre des experts comptables des Hauts-de-France, Jean-Pierre Baudin, le dirigeant de la société MIS à Beauvais, et Farid Ouaglani, qui est le directeur des affaires spéciales au niveau du crédit coopératif, engagement et affaires spéciales. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'interactif fait pour les chefs d'entreprise et de répondre à vos questions. On est là pour ça, ça a été conçu pour. Vous avez le chat qui apparaît sur la droite de votre écran, normalement, donc posez vos questions. L'idée, c'est de vous apporter toutes les réponses possibles. Bien sûr, le webinaire sera enregistré et le support diffusé sera téléchargeable, et on vous l'enverra par la suite. Alors, avant de rentrer dans les aspects techniques, ce qu'on a souhaité faire, c'était de recueillir le témoignage de Jean-Pierre, qui est chef d'entreprise de la société MIS à Beauvais. Alors Jean-Pierre, si tu peux te présenter en quelques mots et décrire l'activité de MIS pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc, bonjour à tous, Jean-Pierre Baudin, donc, je suis le créateur et dirigeant de la société MIS à Beauvais. Nous sommes spécialisés dans la maintenance industrielle, nous sommes 100 collaborateurs, nous avons un atelier d'usinage, un atelier de métallerie, nous avons de la machine spéciale, enfin tous les métiers qui sont autour de la maintenance et de la mécanique. Ça marche, merci. Et alors, tu as connu un accident de parcours? Voilà. Un accident de parcours qui m'a mis 10 ans quand même. Donc j'ai fait un redressement judiciaire en 2012, la procédure a duré une dizaine de mois. Donc, je suis sorti de mon redressement judiciaire en 2013 pour avoir un plan de 10 ans. Donc, mon plan se termine dans 25 jours, c'est-à-dire le 30 juin 2023 de cette année. Et donc, j'ai eu la bonne... je ne sais pas comment on peut qualifier ça, mais j'ai fait 10 ans de plan avec tous les hauts et les bas que ça peut comporter. Comment c'est arrivé Qu'est-ce qui a amené MIS finalement à avoir des difficultés financières? Alors, en sachant que moi, je suis issu de la maintenance industrielle, c'est-à-dire que j'ai tous les diplômes du BEP au diplôme d'ingénieur en maintenance, donc mon métier, je le connais. Donc, ça ne peut pas être une erreur de parcours, donc je ne connaissais pas mon métier. Par contre, je pense que le métier de chef d'entreprise, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut l'enseigner. Et du coup, je l'ai appris, mais je l'ai appris dans la douleur. On a commencé l'entreprise à deux, hein, c'était une histoire de copains à la base. On était deux dirigeants. On crée l'entreprise. À l'époque, moi, je revends ma voiture, enfin, on achète une caisse à outils. Donc, ça commence comme ça. Et l'entreprise se développe plutôt vite. La première année a été compliquée, mais après, ça s'est enchaîné très, très vite. Donc, je pense que une des raisons principales, ça a été une croissance non maîtrisée. Du coup, une trésorerie qui s'est retrouvée vraiment en difficulté, des affaires qui n'étaient pas forcément rentables, parce qu'on n'avait pas du tout d'analyse de ce qu'on faisait. Hein. Aujourd'hui, on était content d'avoir un premier client, on se dépêchait de faire les affaires, une affaire on enchaînait une autre, on embauchait des gens, on était sur une dizaine de salariés par an embauchés. Je pense qu'il y a eu une croissance non maîtrisée. Après, pour ma part, je pense qu'il y a eu aussi une création d'entreprise avec deux dirigeants qui sont à un moment donné séparés, qui n'étaient pas forcément dans la même ligne directrice. Et mon associé est parti avec le redressement judiciaire. Il est reparti en 2013, parce qu'on n'a pas vécu cette énorme difficulté de la même manière. Donc, il a préféré quitter l'entreprise. Après, on avait eu un peu de paiement qui était non effectué, mais comme on ne gérait pas trop la trésorerie et on ne gérait pas nos rentabilités d'affaires, forcément, tout s'enchaîne dans ces cas.
Après, la vraie difficulté, je pense que c'est un sujet que vous allez aborder, c'est la prévention. Parce que moi, à l'époque, déjà, je ne savais pas que j'étais en cessation des paiements. Parce que la cessation des paiements, j'ai appris ce que c'était quand j'y étais. Donc, c'était un peu trop tard. Hein. Vous n'avez pas la capacité d'honorer vos factures. Et après, j'ai eu aucune prévention. C'est-à-dire que c'est moi qui ai décidé de mettre l'entreprise en redressement judiciaire parce que, en fait, je me suis retrouvé en difficulté. J'ai pris un cabinet conseil avec qui je travaille toujours aujourd'hui pour faire un état de l'entreprise. Et là, il m'a dit, officiellement, vous seriez en cessation des paiements. Du coup, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on a été mettre la société en redressement judiciaire. D'accord. Comment tu as vécu les choses personnellement en tant que dirigeant dans ta... En fait, c'est un cataclysme. C'est-à-dire que vous passez en redressement judiciaire, le lendemain, vous n'avez plus de compte en banque, plus de carte bleue. En fait, tout s'arrête net comme ça. Je parle pour l'entreprise, hein, pas à titre personnel. Par contre, toutes vos cautions personnelles sont... là, vous avez du courrier dans la boîte aux lettres. Aujourd'hui, toutes les cautions bancaires, ils ont été agitées dès le redressement. Mais l'entreprise, vous n'avez rien du tout. C'est-à-dire que vous n'avez plus de compte, plus de carte bleue. Nous, on est une entreprise, on est sous-traitant, donc on achète de la matière, on achète des composants. Là, on ne pouvait plus acheter. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu un administrateur qui a été nommé, qui devait contresigner les chèques que je faisais. Et il a recréé des comptes bancaires, c'était chez la Delubac, qui est une banque spécialisée dans le redressement judiciaire. Donc ça s'est fait très très vite. Sauf que la Delubac, c'est pas la banque que vous avez. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'argent sur le compte, il n'y a pas d'argent qui sort. C'est à peu près, et vous n'avez pas de facilité, etc. Tu t'es fait accompagner par un cabinet conseil lors des difficultés pour remettre en place certaines pratiques, certains processus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais vraiment en difficulté. J'ai un ami qui m'a conseillé un cabinet conseil. On a fait le point. Au début, la première arrivée de ce cabinet, c'était de faire une audit de la société, que ça soit d'un point de vue industriel, d'un point de vue financier. On a vu les difficultés et après, on a travaillé un plan de sortie ensemble. Parce qu'il a fallu faire une proposition au tribunal du plan de redressement du passif. Parce qu'on avait quand même un passif qui était assez important. Je crois qu'on avait 1,3 million ou 1,4 million de passif. C'était quand même des sommes qui sont assez grosses. D'accord. Et aujourd'hui, comment ça va ? Aujourd'hui, il me reste 25 jours, donc je les compte. J'ai fait 10 ans. J'ai rencontré Maître Waldman l'année dernière, c'était en mai, parce que j'ai racheté une entreprise qui était en redressement judiciaire pour développer mon activité. On est 100 collaborateurs, on devait être 40 à l'époque. On a bien étendu notre domaine d'activité. Aujourd'hui, je vais vous dire que ça va, parce qu'on a connu tout ça. Mais en fait, on a appris énormément dans la douleur. Si tu avais un conseil à donner aux dirigeants qui nous écoutent, ce serait quel ? Je ne sais pas si je peux avoir la prétention de donner des conseils à quelqu'un, mais aujourd'hui, je pense que mettre des indicateurs, c'est... Enfin, tout le monde vous le dit et tout le monde vous dit qu'il faut des indicateurs. On dit oui, je vais en faire, mais j'en fais pas. Mais faites des indicateurs assez basiques. Assurez-vous que vos dossiers soient rentables, parce que déjà, s'il n'y a pas de rentabilité, c'est un petit peu compliqué de poursuivre. Et après, moi, le côté prévention, c'est pour ça que j'ai hâte d'écouter, parce que quand ça m'arrive, après, il y a un problème de fierté, il y a un problème d'ego, parce qu'il faut que le dirigeant, il arrive à appeler à l'aide. Ça, déjà, c'est pas simple. Il faut aussi se rendre compte des difficultés dans lesquelles on est. Il ne faut pas confondre la trésorerie et la rentabilité. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Je pense qu'on manque de formation, peut-être. Je ne sais pas. Des conseils, c'est mettez quelques indicateurs clés. Appuyez-vous peut-être plus sur vos experts comptables, parce que je pense qu'on ne va jamais assez les chercher. Voilà, qu'est-ce que je donnerais comme conseil après, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, vous avez mis en place vous-même les indicateurs qui vous permettent, en tout cas, d'anticiper un peu mieux des difficultés qui pourraient survenir. En fait, je pense que la plus grosse difficulté, l'image qui me restera de ça, c'est quand je dois annoncer à tous les salariés que je ne leur verserai pas leur mois de salaire. Parce que quand vous tombez en redressement judiciaire, le premier mois de salaire qui suit la date de redressement est payé par les AGS. Par contre, vous êtes obligé d'annoncer à tous les collaborateurs qu'en fait, vous n'allez pas leur faire la paye. Ça,
cette image-là, elle est gravée à vie dans ma tête parce que c'est quand même des choses qui sont complètement difficiles. Maintenant, moi, j'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs qui m'ont suivi. Après, il faut aller voir les clients, les fournisseurs et leur expliquer ça physiquement. Parce que par téléphone ou par mail, c'est quand même délicat. Enfin, c'est quand même assez traumatisant psychologiquement et à titre personnel. Parce qu'en fait, il y a tout qui vous lâche. C'est vraiment quelque chose de compliqué. C'est extrêmement violent. Ah, c'est très, très violent. C'est ce que vous nous dites. Non, c'est très, très violent. Moi, j'ai perdu plein de potes, j'ai perdu... c'est pour ça, après, les dirigeants... alors, moi, les dirigeants qui sont trop dans les associations, tout ce qu'ils font, les coworking, toutes ces choses-là. Ok, je pense qu'il en faut pour apprendre. Maintenant, tous les dirigeants qui s'égarent là-dedans, c'est ce que j'ai fait, donc chaque fois je parle. Moi, je passais peut-être trop de temps là-bas, j'étais pas assez de temps dans mon entreprise. Et résultat des courses, ok, alors tout le monde se voit, tout le monde donne des conseils à tout le monde. Mais le jour où je suis tombé en redressement judiciaire, je peux vous assurer que mon téléphone, il a arrêté de sonner. Et j'ai perdu... il y a 2 personnes, c'est pas très compliqué. Hein. Alors, je dis pas ça parce que M. Lenormand est là, mais j'ai Olivier Lenormand qui m'a appelé le lendemain matin du redressement et il m'a dit de quoi tu as besoin. Et j'ai Christophe Robillard-Beauvais, pareil, qui est venu m'aider. Toutes les personnes que je connaissais m'ont laissé tomber parce qu'en fait, vous êtes marqué au fer rouge pour tout le monde. Et pour longtemps. Il faut 10 ans. J'ai encore des fournisseurs que je paye au plus camion, après 10 ans. La peine est lourde. Ah ouais, la peine est lourde. Et vous n'avez pas le choix. Non. Si on a le choix d'abandonner, mais il faut abandonner tout de suite. Moi, c'est pas dans mon tempérament. Mais... Excellente témoignage fort, très fort. Hein. On voit que les données techniques ne sont que la moitié du problème finalement et que c'est compliqué de parler des difficultés finalement parce qu'on est tous humains et finalement on n'a pas forcément envie de les voir, qu'on soit le dirigeant de l'entreprise ou des partenaires de l'entreprise. C'est compliqué d'affronter les difficultés et surtout de faire la bonne analyse de ces difficultés. Et donc, ça me permet de faire une transition toute trouvée. Finalement, on est dans un contexte aujourd'hui. Alors, juste pour planter le décor, hein, ce matin, j'ai pris quelques chiffres. Le PIB en 2023 sera a priori en croissance de 0,6%. C'est-à-dire qu'on a une croissance économique anticipée qui sera faible. On a une inflation à fin mars qui était de 5,6%. On a un Euribor 12 mois, c'est-à-dire le taux de financement interbancaire qui est à 3,9. Donc, si on rajoute la petite marge que la banque va faire, eh bien, on imagine bien que les entreprises qui ont besoin d'argent vont emprunter à des taux supérieurs. Et qu'en parallèle, les taux de rentabilité des entreprises, à minima, il faut qu'elles soient supérieures à ces taux de financement, puisque si on a des taux de rentabilité inférieurs, on va dire au taux de financement, ça va poser quelques problèmes. Et on a un autre indicateur, l'OAT, c'est-à-dire les emprunts d'État, qui sont à 2,8. Donc on a un ensemble d'indicateurs qui montrent que tout a changé depuis 2 ans. Hein. On était dans une période, on va dire, plutôt satisfaisante, un Covid qui a tout modifié, et aujourd'hui, on est dans une situation où tout bouge, et où l'enjeu, c'est de faire le bon diagnostic. Vraiment faire le bon diagnostic dans un monde qui change. Donc, si j'ai la grippe, c'est vrai que si j'ai de la fièvre, est-ce que j'ai une grippe ou une septicémie? Et j'ai envie de me retourner vers le premier partenaire historique, habituel, le plus régulier, et vous l'avez cité, et donc j'en profite pour poser une question simple. À 1200 experts comptables qui sont au plus près des entreprises, puisqu'ils ont bouclé normalement, je dis bien normalement, toutes les liasses fiscales des entreprises du 31-12. Ah oui, on va parler après, effectivement, vous avez raison, vous êtes le suivant après. Oui, non, je m'y attends. Et donc, quel est le diagnostic, je veux dire, sur 1200 liasses fiscales, enfin 1200 experts comptables qui ont bouclé X milliers de liasses fiscales, quelle est la situation économique des entreprises et quelles sont les difficultés que vous voyez poindre?
C'est des difficultés de marché, des difficultés d'adaptation des moyens de production. C'est quoi le diagnostic que vous pourriez faire, je veux dire, de l'ensemble des entreprises dont vous avez bouclé les comptes au 31/12/2022? Alors, tout d'abord, ça dépend de l'activité du chef d'entreprise, puisqu'il y a quand même des activités qui sont plus touchées que d'autres, puisque la hausse des coûts énergétiques, bien sûr, touche toutes les entreprises, mais davantage certaines, étant donné leur activité. D'accord. L'inflation, évidemment, ça concerne tout le monde, mais moi, j'ai remarqué que après cette période de sortie de bilan, en fait, ce sont les entreprises du bâtiment qui sont quand même lourdement impactées, les entreprises de la métallurgie également, toutes les startups sont également touchées pour X ou Y raison. Mais ce qui m'interpelle dans le message que je viens d'entendre, c'est que d'abord, il n'a pas parlé de son expert comptable. Donc, ça veut dire que l'expert comptable n'était pas présent à ce moment-là. Je pense qu'il faut, ce qui est très important, c'est que l'expert comptable, il doit être le garant de la santé financière de l'entreprise, au-delà de sa mission comptable. Parce que c'est pas tout de faire un bilan, ok, on fait le bilan, mais il faut aller beaucoup plus loin. Pour moi, l'expert comptable, c'est le partenaire privilégié chez l'entreprise parce qu'il connaît normalement ses forces, ses faiblesses, c'est sa capacité de résilience. Et ce qui est important dans le rôle de l'expert comptable, c'est qu'il doit il y a un lien fort, il doit y avoir un lien fort avec son client, d'accord. Il doit l'écouter, il doit l'entendre pour justement entendre ses préoccupations, ses objectifs. Et c'est à partir de ce moment-là que l'expert comptable pourra jouer son rôle d'expert comptable. Est-ce que le tandem expert comptable chef d'entreprise est assez ambitieux sur les objectifs qu'il se fixe, je veux dire, sur la réalité, je veux dire, économique de l'entreprise et sur l'information économique et financière de l'entreprise? Pour dire les choses autrement, on produit des liasses fiscales, si on prend cet indicateur-là, de façon très tardive finalement, au mois de mai, 5 mois après. C'est comme si j'allais voir le médecin, puis je fais ma prise de sang 5 mois après pour savoir si je suis malade. Est-ce que vous êtes assez ambitieux avec le chef d'entreprise pour avoir des objectifs de production d'informations en qualité, évidemment, en délai, adaptés aux contraintes de notre environnement? Alors, si je peux donner un conseil à l'ensemble des experts comptables, et qui plus est, compte tenu du contexte actuel qui est quand même pas simple, c'est quand vous rédigez une lettre de mission, quand vous signez une lettre de mission auprès de votre client, c'est pas une lettre de mission d'établissement de compte, d'accord? Voilà. Que du bonheur. Oui, voilà. Dans cette lettre de mission, il doit y avoir quoi? Il doit y avoir l'établissement et le suivi des outils tels que, d'abord, il y a le budget prévisionnel. Okay. Pardon, un budget prévisionnel. Budget prévisionnel. Combien d'entreprises ont produit un budget prévisionnel là, avant le 30 juin sur 2023? Pas toutes. Beaucoup, pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Comment peut-on anticiper si nous n'avons pas de prévisionnel à début juin sur 2023? Pas beaucoup d'entreprises ont fait un prévisionnel. Quand je dis pas beaucoup d'entreprises et d'experts comptables, il faut le proposer, il faut le demander, il faut être deux, ce jeu-là. Alors, on ne va pas dire que c'est pas un problème de responsabilité, c'est un challenge collectif, là. Oui. Comment peut-on aller mieux si on attend 5 mois pour se poser les bonnes questions? En fait, ce que je souhaite, c'est sensibiliser à la fois les experts comptables et les chefs d'entreprise. Bien sûr. À cette culture de la gestion financière et de la prévention des difficultés. Tout passe par là. On va dire au-delà du financier, de l'économique. Parce que s'il n'y a pas de clients, vous l'avez rappelé, il faut des clients, il faut produire. Donc, si vous n'avez pas une idée du chiffre d'affaires que vous allez réaliser en 2023, c'est un peu compliqué pour savoir s'il faut que j'aille voir ces messieurs, madame, monsieur, je veux dire, donc, c'est l'enjeu majeur. Oui, c'est une responsabilité collective. Parce que le chef d'entreprise, c'est quand même lui qui connaît le secteur économique dans lequel il travaille, en fait, dans lequel il a l'ambition de créer cette entreprise aussi. Donc, il y a quand même, je pense que c'est important, en effet, de maîtriser, en tout cas, le contexte économique.
voulez intervenir, allez-y. Il y a une lacune aussi dans le tableau de bord des entreprises et une incompréhension. On est en juin 2023, on est content de savoir que les entreprises ont fait leur compte 2022 et les entreprises qui sont en difficulté, leur problème c'est fin juin 2023 et juillet 2023 et la reprise. Et donc imaginez que vous êtes en train de conduire une voiture, il y a un mur qui se présente devant vous, vous ne pouvez pas conduire la voiture en regardant dans le rétroviseur. On est bien d'accord. Et donc, il vous faut des outils qui vous permettent d'anticiper. Or, les entreprises sont toutes, quand elles sont en difficulté, le phénomène clé, c'est la trésorerie. Et donc, il y a deux points que les entreprises doivent avoir en tête. Le premier, c'est que la trésorerie est assez indépendante du résultat de l'entreprise. On peut avoir une entreprise qui a un résultat positif et qui ne passe pas en trésorerie. On peut avoir le contraire, hein, une entreprise qui a des résultats tout petits et qui finalement est une machine à cash et qui fabrique de la trésorerie. C'est bien connu de la grande distribution, par exemple. Bon. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que il faut avoir un plan de trésorerie prévisionnel. Au tribunal de commerce, on voit les entreprises, elles sont toutes celles qui sont en difficulté ont des problèmes de trésorerie, toutes, absolument toutes. Le trésorerie, c'est le sang de l'entreprise, c'est ce qui fait que l'entreprise est en train de peut-être de mourir. C'est vraiment ça qu'il faut maîtriser, et ça se fait en ayant un plan de trésorerie. Ce que l'on ne peut pas faire en demandant à son expert comptable. Les experts comptables ont horreur des réactions comptables. Ils ont horreur des plans de trésorerie parce que ça ne se passe jamais comme prévu, et c'est normal. On est en train de prévoir où est-ce qu'il y a des murs. Quand vous voyez arriver un mur et que vous conduisez votre voiture, vous faites ce qu'il faut pour pas aller dans le mur. Vous faites un plan de trésorerie prévisionnel, vous voyez qu'il y a des difficultés, vous allez prendre des mesures pour les éviter. Alors, on a un interlocuteur autour de la table qui représente une profession qui a une mission importante, pour citer les commissaires aux comptes, et notamment... ils doivent avoir un avis sur la pérennité de leurs clients. Et s'il n'y a pas de pérennité ou s'il y a une menace sur cette pérennité, il y a quelques petites choses qui sont à faire. Oui, tout à fait. Qu'en pensez-vous, monsieur? Alors, tout d'abord, bon, les commissaires aux comptes ne sont pas présents dans l'intégralité d'entreprises, puisqu'il y a des seuils qui ont été établis par la loi. Ces seuils ont par ailleurs été remontés par la loi Pacte en 2018. On ne va pas revenir dessus, mais bon, il y a quand même des entreprises, des PME assez significatives localement qui se retrouvent sans commissaire aux comptes. Bon, on va mettre ça de côté. La mission auquel on pense souvent quand on voit le commissaire aux comptes, c'est la certification des comptes. Donc, on attend la sortie des comptes annuels par l'expert comptable ou par le directeur financier. Donc, on a votre avis, pour faire simple, au fin juin, avant fin juin, grosso modo. Grosso modo, avant fin juin. Donc, au mois de juin, voilà. on a l'avis de notre commissaire aux comptes dans une entreprise. Parfois. Pour savoir si 2022 a été bon ou pas bon et si on va passer l'été ou pas en trésorerie. Oui, enfin. Donc c'est un peu tard quand même. Enfin, c'est un peu tard parce que bon, le commissaire aux comptes, quand même, il essaye de se maintenir au courant de l'activité de l'entreprise tout au long de. Et pourquoi on ne peut pas avoir votre intervention dès le mois de février? Ah ben parce qu'on intervient parfois dès le mois de janvier, même janvier-février, en fonction de la sortie des comptes qui est faite par. Qu'est-ce qui bloque pour aller plus vite? C'est souvent c'est l'entreprise qui ne sort pas ces éléments. Voilà, moi je ne veux pas mettre en cause mais attendez, il faut remettre bien. Vous intervenez en janvier. S'il y a menace, procédure d'alerte. Vous êtes en train d'intervenir dans les entreprises. Combien de procédures d'alerte vous faites en ce moment? Beaucoup, pas beaucoup? Là, en ce moment, on n'en fait pas. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas de statistiques au niveau national. On a une petite reprise des procédures d'alerte parce qu'on n'en a pas eu pendant 2 ans parce que toutes les dettes étaient de fait bloquées où il n'y avait pas de problématique de trésorerie à court terme. Aujourd'hui, ça reprend. Moi, à titre personnel... Vous avez un indicateur au sein de la compagnie? Justement, on n'en a pas. Vous n'avez pas d'indicateur? On n'a pas d'indicateur là-dessus. On n'a pas de remontée au niveau de nos statistiques. C'est des demandes qu'on a déjà faites au niveau de notre instance nationale, au minimum régional, mais on n'a pas de remontée.
C'est quand même un indicateur intéressant, le nombre de procédures d'alerte engagées, on est en phase 1. Je veux dire, c'est un bon indicateur, au moins de votre avis, même s'il est un peu tardif. Bon, donc il faut faire des progrès. Oui, il faut qu'on progresse là-dessus. Mais c'est sûr que nous, la mission, je dirais, qui est essentielle aujourd'hui, c'est la mission de prévention. Être présent tout au long de l'année. Alors forcément, il y a des entreprises, quand on appelle le dirigeant qui nous dit que ça va bien et que l'année prochaine sera encore meilleure, c'est pas lui qu'on va appeler en premier pour savoir. Par contre, on a d'autres secteurs d'activité où on sait par l'actualité que les coûts d'énergie sont en hausse, on sait qu'ils sont touchés, qu'ils sont soumis à des contraintes environnementales très élevées, que là aussi, il faut peut-être les interroger pour voir comment ils réagissent face à ça. Et après, on déclenche ou on déclenche pas la procédure d'alerte. Mais quand on déclenche la procédure d'alerte, il ne faut pas que le dirigeant il prenne ça pour une sanction. C'est souvent une chance pour lui. C'est peut-être a-t-il déjà rendu compte que ça allait mal, mais c'est au moins pour formaliser. Non, on voit bien les choses. On voit bien qu'au mois de juin, s'apercevoir que ça ne va pas bien pour mais ça, en juillet et août. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, très concrètement, la trésorerie, on passe ou on passe pas? Quand un chef d'entreprise répond à la question, il y a une chance sur 2 que je passe. Et vous allez faire quoi, monsieur? Je vais tenter. Il y a 80 salariés, il va tenter. Parce qu'il a une telle trouille qu'il va tenter de passer. Mais il y a une chance sur 2 qu'il ne passe pas. Le dirigeant, souvent, quand on commence à lui parler de procédure d'alerte et de difficultés de trésorerie, et difficultés de trésorerie, il en est conscient. Mais par contre, ce dont il a horreur, c'est d'envisager un redressement judiciaire, d'aller au tribunal, le tribunal de commerce. Et là, concrètement, il a l'impression qu'on lui met un revolver sur la tempe. Hein. C'est ça. Mais c'est peut-être si je peux me permettre, Daniel, il y a une communication à faire sur la prévention et l'utilité de la prévention. Sur les outils, l'expert comptable doit aider en faisant un budget prévisionnel, mais ensuite, c'est quand même à l'entreprise tous les mois de comparer le budget mensuel par rapport à la réalisation mensuelle par rapport au budget mensuel. Ça s'appelle un tableau de bord. Donc, c'est un tableau de bord qu'il faut mettre en place. Et aussi, par rapport au bilan, c'est important que l'expert comptable puisse intervenir pour des situations, puisque les situations intermédiaires, ça permet d'avoir déjà une vue de ce qui va se passer. Situation 30 juin, situation 30 septembre. Mais ça suffit pas. Mais ça suffit il pas. Il ne faut pas avoir seulement un suivi de son budget, parce qu'il faut aussi avoir une gestion prévisionnelle de sa trésorerie, parce qu'il ne suffit pas d'avoir facturé, et encore faut-il que les factures soient payées. En temps et en heure. Tout à fait. Je vais me permettre de... Allô, vous m'entendez? On a justement, on a actuellement, après Covid, on a notamment les PGE qui ont été une source de financement très importante pour les entreprises, qui ont bien sûr beaucoup aidé les entreprises et qui en même temps ont peut-être un peu endormi, en tout cas, la vigilance et le retour à une réalité qui en plus a changé, devient compliquée. Et je me tourne vers Farid sur quelle est la réponse de la banque quand une entreprise vous demande tout simplement de rééchelonner son PGE. Et de façon plus globale, est-ce que vous voyez apparaître de plus en plus de situations, je dirais, de demandes de rééchelonnement du PGE ou autre, hein? Je prends le PGE parce que ça a été une source de financement particulièrement compétitive en termes de taux d'intérêt. Farid ? Oui, effectivement. Alors, juste avant, je vais me permettre de rebondir quand même sur ce qui a été dit précédemment, parce que ça me paraît fondamental. Au-delà de, oui, on peut produire le bilan 2022 à février ou mai, objectivement, je ne pense pas que ce soit ça qui va changer la messe. Ce qui me paraît, moi, très important, d'autant que je constate, il ne faut pas oublier que nous, on va recevoir, pour renouveler un dossier de crédit, souvent, on va recevoir le dossier avec le bilan 2022 entre juin et septembre. Donc, imaginez-vous, on a déjà 9 mois dans la vue pour une entreprise, et moi, comme je dis souvent, mais attendez, le bilan 2022, c'est presque déjà la préhistoire. Et c'est ça, c'est très important. Et surtout, je crois que depuis le Covid, normalement, maintenant, de plus en plus d'entreprises le font, mais je trouve que vraiment, ce n'est pas assez. Je crois que vous l'avez très bien dit. Il y a 2 outils de pilotage financier, moi, qui me paraissent indispensables et qui donnent beaucoup de visibilité aux banquiers. Et d'ailleurs, ça le rassure énormément. Croyez-moi, c'est retenu. C'est des outils de tableau de bord, un reporting sur le budget prévisionnel et savoir où on en est. Moi, aujourd'hui, une entreprise qui ne me donne pas de reporting trimestriel, on va arriver bientôt à la fin juin. Le bilan 2022, c'est bien,
Si je n'ai pas déjà un reporting trimestriel, chiffre d'affaires E2 à fin mars et une petite projection sur fin juin, bon, il y a une certaine frustration. Et même chose en matière de trésorerie. Aujourd'hui, comme vous l'avez très justement dit, ça permet d'anticiper sur votre question. Depuis 2 ans, il y a quasiment plus de problèmes de trésorerie avec les PGE, toutes les mesures de l'État qui ont été mises en place. Les entreprises avaient une trésorerie assez confortable. Et là, de plus en plus, ça y est, à nouveau, les PGE sont consommés pour partie. Et on rencontre, nous, dans la banque, à nouveau des tensions de trésorerie. Donc, par exemple, on a mis en place des détections, on est beaucoup plus vigilant dans le fonctionnement des comptes, on revoit tous nos clients, mais on s'oblige à aller revoir tous les clients qui ont consommé leur PGE pour savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a besoin d'accompagnement supplémentaire. Et effectivement, par rapport à ce que vous disiez, on est quand même dans un contexte économique où depuis le 4e trimestre 2002, les choses se sont inversées. C'est pour ça que je disais, on peut très bien avoir un beau bilan 2022 et finalement le dernier trimestre a été mauvais. Et puis le premier trimestre 2023 est mauvais, et puis on se retrouve à la fin en conciliation, voire parfois dans des situations où il y a des retournements assez rapides, comme on peut le voir aujourd'hui. Donc concrètement, par rapport à votre question, oui, on a beaucoup plus de demandes de reprofilage de PGE, aujourd'hui c'est clair. Après, ça reste dans des proportions tout à fait limitées, et là on utilise des dispositifs classiques, mais avant de toujours la même chose, restructurer pour le PGE, ça n'a pas grand sens. Là, on est toujours en vigilance. Est-ce que c'est une difficulté conjoncturelle avec une vraie possibilité de rebond derrière? Et là, on en revient sur ce que vous disiez précédemment, l'origine de la difficulté, l'accompagnement de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des vraies perspectives à nouveau est-ce que c'est simplement un creux de trésorerie, un creux d'activité parce qu'il y a des clients qui règnent mal, il y a des impayés fournisseurs, il y a la hausse de l'inflation, tout ce que vous avez décrit avant. Quand c'est une difficulté qui nous paraît ponctuelle, en général, il n'y a pas de problème, que ce soit en procédure de médiation d'ailleurs de crédit ou si on doit passer par une procédure amiable du type mandat de conciliation, on remouline les PGE et puis globalement, on en a remouliné pas mal et ça a l'air de plutôt bien se passer. Après, on a eu aussi des demandes d'allègement de PGE et on a vu que ce n'était pas du tout la solution parce que, comme vous le disiez, c'est un peu comme le témoignage de monsieur qui était très émouvant. Les difficultés sont bien plus graves et derrière, c'est toute une restructuration qui s'ensuit. Et là, c'est des process beaucoup plus lourds où on protocole, on fait des procédures de conciliation et parfois, malheureusement, ce n'est pas nécessaire et ça passe aujourd'hui. Donc, on en revient toujours au même sujet, en fait, c'est l'anticipation. Et moi, je me permets d'insister, ça va bien au-delà de produire ces liasses fiscales. Les liasses fiscales, aujourd'hui, le monde va tellement vite que c'est la préhistoire, si je peux me permettre. On est bien d'accord. Est-ce que on peut aussi imaginer que pour avoir un meilleur diagnostic, on peut avoir le regard de la région qui voit peut-être arriver des chefs d'entreprise trop tard ou à la bonne vitesse quelque part? Est-ce qu'ils viennent vous voir suffisamment tôt? D'abord, ils ne viennent pas nous voir beaucoup. Et quand ils viennent nous voir, souvent, effectivement, c'est assez tard. Mais c'est pas. Le fait qu'ils viennent assez tard, c'est un problème. Le fait qu'ils ne viennent pas nous voir beaucoup, ça, c'est pas forcément grave. La région, ils n'ont pas besoin de la région. Ça dépend de ce qui va suivre. Le rôle de la région, c'est quoi? En fait, c'est de venir compléter, permettre de boucler des tours de table financiers lorsque soit ils ne peuvent pas être bouclés ou ils ont du mal à être bouclés. Et donc, de ce point de vue-là, on n'a pas vocation à arriver en première intention, si tu veux. Et c'est pour ça que je disais que finalement, dans ce qui a été commencé à être présenté tout à l'heure, je trouve qu'il y a quelque chose de très bien, c'est-à-dire qu'on voit bien comment ça se dessine. Il y a un interlocuteur naturel de l'entreprise qui est l'expert comptable, et je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, le chef d'entreprise doit vraiment resserrer les liens avec l'expert comptable. Et puis, lorsqu'il y a des tensions de trésorerie qui pourraient laisser penser qu'elles vont se transformer en difficultés effectives, il y a un autre interlocuteur naturel de l'entreprise, me semble-t-il, c'est le tribunal de commerce, représenté ici par son vice-président. Je voudrais rebondir, mais rapidement, sur effectivement ce qu'on disait, où on parlait de redressement judiciaire et de marqué au fer rouge. Et c'est vrai que le terme même redressement judiciaire, il est terrible. On a quand même l'impression qu'on va aller en maison de redressement, qu'on a fait une bêtise, qu'on a détourné de l'argent et qu'on va se retrouver dans une situation... Le mot tribunal n'est pas non plus un mot très facile, à utiliser. Le tribunal, en général, c'est plutôt sanction.
Justement, c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire, en tout cas chez nous, que l'idée, c'est, après discussion avec l'expert comptable, d'aller se mettre sous la protection du tribunal. Et je pense que si on pouvait aussi présenter les choses comme ça, ce serait pas mal, parce qu'il y a un rôle de protection. On va y aller progressivement, mais avant d'aller sous la protection du tribunal, je voudrais qu'on termine peut-être le panorama. Alors, ok. Peut-être quand même pour répondre à la question que tu m'as posée. Est-ce qu'elles viennent nous voir beaucoup? Non. Est-ce qu'elles viennent nous voir suffisamment tôt? Non. Inversement, elles viennent nous voir, et c'est très bien, et elles viennent nous voir sur prescription de l'expert comptable et du tribunal. Et effectivement, pour répondre très concrètement à la question que tu m'as posée, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une entreprise a besoin de prendre du recul et d'avoir une expertise un petit peu externe, qui n'est d'ailleurs pas apportée par la région, qui est apportée par les partenaires de la région, on a un certain nombre de marchés publics qui nous permettent de mandater des cabinets d'experts, des cabinets conseils, très concrètement, dans les entreprises, sur des questions particulières qui peuvent être liées à l'organisation financière, à l'organisation du process industriel, à la création, à l'écriture du tout simplement à des positionnements sur des marchés, des modèles économiques. Et ça peut être de nature aider le chef d'entreprise justement à s'y retrouver et y voir un peu mieux dans des situations qui sont toujours complexes et confusantes, parce que, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, tout arrive en même temps et à un moment donné, se retrouver dans ce paysage, c'est compliqué. Autre regard. Donc on a ici commissaire à la restructuration. Moi, je ne comprends rien au service de l'État. Entre le commissaire, le département, alors je m'adresse à qui du côté de l'État là? D'abord, est-ce que Séverine, vous êtes la bonne personne? Sûrement, je n'en doute pas. Ou est-ce que vous allez me renvoyer au département, ou le département vers quelque chose de plus important? Comment ça marche? Et ensuite, quel est votre regard sur les sollicitations que vous avez? Alors, pour répondre à votre question, on va dire que l'État est là et que ce soit l'un ou l'autre, on est là, on partage les informations et on travaille main dans la main pour vous apporter des solutions. Je pense que voilà, il faut déjà quand même parler d'accompagnement et de dire qu'on est là. Après, on a chacun nos spécificités. Les CRP ont été créés en 2012. L'idée était de détecter le plus en amont possible les difficultés des entreprises. Et nous, on est basé plus spécifiquement sur les entreprises de 50 à 400 salariés. Alors après, on s'adapte, plus petites, un peu plus grosses, ça dépend aussi du contexte local. Moi, je suis basée sur les 3 départements ex-Picardie, donc on a quand même un contexte qui est un peu plus rural et on ne se refuse pas d'accompagner des entreprises qui ont un peu moins de 50 salariés. Et au-dessus, c'est généralement Paris, le CIRI, le comité interministériel de restructuration industrielle qui prend le relais essentiellement pour les gros groupes. Vous faisiez le parallèle effectivement avec le département. C'est vrai qu'à l'issue de la crise Covid, on a créé les conseillers départementaux à la sortie de crise, les CDSC, qui sont basés dans chaque département auprès de la DDFiP. Eux ont peut-être un regard un petit peu plus financier que ce que je peux faire moi de mon côté. Ils sont notamment positionnés sur tout ce qui est restructuration financière, accompagnement via les comités des chefs de services financiers, les CCSF, qui permettent aussi d'apporter une solution aux chefs d'entreprise en termes de moratoire sur les dettes sociales et fiscales, par exemple. D'accord. Le CRP, il va avoir une vision plus globale. Vous parliez tout à l'heure vous faisiez le parallèle avec le médecin généraliste. Moi, je fais souvent le parallèle de ma mission comme un médecin généraliste que l'on vient voir le plus en amont possible en disant il y a une difficulté et on essaie de faire un petit peu le diagnostic 360 degrés de l'ensemble des difficultés que peut rencontrer un dirigeant. Alors effectivement, on parle souvent de la trésorerie, c'est un des points bloquants, mais ça peut être une autre difficulté qui est plus ponctuelle. Voilà, un autre symptôme qui est lié, on parle beaucoup de la crise de l'énergie aujourd'hui, donc ça peut être une difficulté par rapport à cette hausse de l'énergie et on essaie peut-être de trouver des solutions par rapport à une facture d'électricité qui vient d'arriver avec 4 mois de paiement à payer dans les 15 jours. Donc, on essaie de trouver une solution par rapport à ça avec le fournisseur d'énergie. Ça peut être
une situation par rapport à un marché que l'on vient de perdre. Donc, on peut regarder aussi avec les différents partenaires s'il n'y a pas une solution à trouver par rapport à ça. On travaille effectivement avec les différents services de l'État, mais aussi la région, pour trouver des soutiens financiers, pour trouver des moratoires. L'un des outils, effectivement, le plus en amont possible, c'est aussi de renvoyer vers le tribunal de commerce, de faire un peu de pédagogie, comme on le disait tout à l'heure, sur le bienfait de cette solution, dès lors qu'on passe sur une procédure amiable et confidentielle. Donc, on est aussi sur l'aspect pédagogie. Vous parliez aussi tout à l'heure avec Monsieur Gaudin sur la solution psychologique. Il y a aussi, je dirais peut-être aussi ce rôle de pédagogie, de psychologie, de les mettre en contact avec des associations qui permettent aussi d'aider le chef d'entreprise qui se retrouve avec cette situation psychologiquement difficile, notamment avec le réseau APESA qui peut apporter un soutien psychologique au chef d'entreprise. Enfin voilà, on a vraiment tout un panel de boîtes à outils dont j'ai sûrement oublié beaucoup d'outils. Mais voilà, le plus l'idée, important, c'est on voit votre nom, le numéro de téléphone qui s'affichera derrière, et on pourra solliciter un tel ou un tel. De toute façon, il y a de multiples portes pour trouver les solutions. Le problème, c'est de mettre en mouvement, finalement, cette démarche. Et c'est aussi l'idée d'être une porte d'entrée et de réorienter vers le meilleur interlocuteur. C'est pas histoire de vous balader d'un interlocuteur ou un autre, mais vraiment d'avoir une vision la plus large possible des difficultés et de travailler avec les différents partenaires pour vous apporter la meilleure solution le plus en amont possible. Alors, un des acteurs une des difficultés des chefs d'entreprise, c'est, on va dire, le mot tribunal qui peut faire peur. Comment ce mot tribunal qui fait peur peut être compensé par ce mot prévention qui devrait être une assistance par des pairs, qui le plus est, qui sont des chefs d'entreprise et qui finalement, qu'on n'y aille pas parce qu'on a été invité gentiment par un courrier du tribunal à se présenter pour expliquer pourquoi voilà, on est dans telle situation. Comment vous faites pour… Alors, je voudrais d'abord rappeler que le tribunal a plusieurs objets. Et l'un des objets, c'est d'être l'état civil des entreprises. Donc, toutes les entreprises vont au tribunal de commerce, au registre du commerce, lorsqu'elles naissent, lorsqu'elles meurent, et pendant toute leur vie. Donc, on ne regarde pas avec méfiance la mairie quand on passe devant. On va à l'état civil quand il y a un mariage, quand il y a une naissance, etc. Donc, on va au tribunal de commerce. Il faut considérer qu'on fait partie du paysage des entreprises. Après, on a trois rôles. Tenir le registre du commerce, bien sûr. On a un rôle qui est celui de régler les différends, mais ce n'est pas le rôle d'aujourd'hui, entre les commerçants. Et puis, le troisième rôle qui est de maîtriser, d'aider les entreprises en difficulté. La loi fixe des impératifs avec un ordre. Et le premier ordre, c'est de favoriser le maintien de l'activité. Et donc, et c'est important puisqu'il y a des régions qui ont une culture industrielle de telle façon. Et donc, la loi très clairement dit, en premier, on favorise le maintien de l'activité. En second, on favorise évidemment le maintien de l'activité salariée. C'est les emplois qui doivent être sauvegardés. Et puis, en troisième, il faut payer aussi, il faut payer ce qui est… Les créanciers. Bien sûr, parce qu'il peut y avoir des dégâts collatéraux. Une entreprise en difficulté peut faire tomber une autre entreprise. Voilà. Donc, comment faire en sorte que les chefs d'entreprise viennent le plus tôt possible? C'est tout simplement parce qu'il faut simplement leur dire, quand une entreprise est en difficulté, elle peut venir, elle prend rendez-vous avec le président du tribunal de commerce, chez nous une présidente, et elle est reçue à titre totalement confidentiel, mais vraiment confidentiel. C'est confidentiel. Dans des délais courts. Dans des délais quasiment immédiats. Tout à fait. Pour faire le tour des problèmes, exposer ces problèmes, et puis essayer de trouver des solutions. Il est clair que, on va en parler, je suppose, oui. La loi fixe énormément de possibilités, et l'administration également. Il y a beaucoup de possibilités pour aider les entreprises. Mais toutes ces possibilités se ferment au fur et à mesure que l'entreprise s'enfonce dans les difficultés. Autrement dit, si un chef d'entreprise vient très tôt parce qu'il prévoit qu'il va avoir une difficulté, toutes les portes sont ouvertes. S'il vient trop tard et qu'il n'y a plus rien à sauver, il y a beaucoup de portes qui sont fermées, il reste que, malheureusement, ce que vous avez connu,
Alors, c'est un peu la récompense des tribunaux de commerce d'entendre de temps en temps qu'une entreprise va pouvoir enfin terminer son plan de continuation. Ça nous fait chaud au cœur, mais c'est pas la règle générale parce que les entreprises viennent trop tard. Daniel? Oui, ben, tout à fait. Exactement. Donc, il y a toute une boîte à outils qui existe avec des situations. Tout dépend de la situation de l'entreprise. Hein. Je donne un exemple. Par exemple, une boulangerie, un restaurant qui a des clients particuliers, c'est pas la même situation qu'une entreprise de bâtiment qui travaille avec des grands comptes. Pour le problème de réputationnel, de confidentialité, tout ça, c'est très différent. Donc, il y a des outils en prévention donc, qui permettent de négocier de façon confidentielle avec les créanciers parce que il est évident que le moins les difficultés seront ébruitées autour de l'entreprise, le mieux ça sera. Après, tout est gérable, mais la prévention, c'est efficace pour ça grâce à la confidentialité. Dans le cadre actuellement, le problème central en trésorerie depuis l'année dernière, on va dire avril-mai de l'année dernière, c'était le PGE. Donc, il y a eu beaucoup de mandats ad hoc, c'est la conseil en conciliation qu'on peut négocier un PGE au-delà de 6 ans, pour le passer à 8-10 ans. Et donc, ça a été efficace depuis 1 an. Il y a après d'autres outils qui sont au fur et à mesure qui vont vers la procédure collective avec la sauvegarde accélérée, le redressement judiciaire. J'entendais Jean-Pierre Baudin s'exprimer et tous les problèmes qu'il a rencontrés. Le fait de ne plus avoir de compte, de ne pas pouvoir payer les salaires, et d'avoir des problèmes de financement. Même un redressement judiciaire, pris en amont avec un petit peu si on a un peu le temps de l'organiser, on trouve un compte, on l'ouvre en amont, le chef d'entreprise, on lui donne des leviers pour qu'il conserve sa trésorerie, qu'il ait de la trésorerie au moment d'ouverture, et on lui trouve des lignes de financement du compte client, ce qui lui permet de partir tout de suite pour acheter ses matières premières. Donc, même le redressement judiciaire, qui fait peur, si c'est pris un petit peu en amont et préparé, c'est pas du tout pareil, c'est beaucoup plus facile. Surtout si c'est décidé par le chef d'entreprise 6 mois avant, en disant dans 6 mois, j'irai. 6 mois, ne serait-ce qu'un mois, avant. Ouais, non, mais 1 mois, ouais. On est au mois de juin, très clairement. Je veux dire, il faut savoir si on passe l'été tranquille. Ouais. Je veux dire, le chef d'entreprise, il doit se dire voilà, ma trésor, je la connais de façon prévisionnelle sur les mois qui viennent. Mais venir, je veux dire, en urgence, parce que c'est de l'urgence pour solutionner le problème de fin août, il n'y a plus beaucoup de solutions, je suppose. Il y a toujours des solutions, mais c'est vrai que comme il a très bien dit ce président, donc elles se rétrécissent au fur et à mesure, plus on attend, quoi. Et donc, moins on attend, plus on prend les choses en amont, mieux c'est. Donc, et on peut rentrer dans le détail des solutions. Il y a vis-à-vis des experts comptables qui, effectivement, sur du conseil naturel des entreprises, c'est dommage, il y a souvent une méconnaissance de ces outils. C'est ce que j'allais poser comme question. Est-ce qu'on a une vision suffisamment claire de ce qui se passe derrière cette espèce de mur qui est conciliation, mandat ad hoc? On est dans un monde... Il y a un chef d'entreprise, c'est un monde qui... Ce serait bien étonnant qu'il y ait une grande connaissance, puisque ça n'arrête pas de changer. Alors, on est d'accord. Sans arrêt des nouveaux. Le législateur, mais ça reste quand même, je veux dire, dans ses grands fondements, quand même, le traitement des entreprises en difficulté. Ça a beaucoup changé, c'est vrai, mais est-ce que c'est un monde, certes, c'est un monde assez fermé quand même, quel est l'interlocuteur du chef d'entreprise qui peut l'éclairer sur ce monde? Parce qu'on n'y va pas, parce qu'on ne le connaît pas, donc on a peur. Vous avez demandé à votre expert comptable, à votre avocat, à l'UMM, à qui vous allez demander pour vous expliquer comment ça marche derrière? Quels sont les acteurs? Alors moi, fait quoi? Ça fait déjà 10 ans, alors comme ça. Maintenant, vous avez appris. Maintenant, j'ai appris. Mais tous les interlocuteurs qui sont autour de la table, c'est pas des gens que je connaissais. Moi, je savais pas tout ça. Je connaissais pas
toutes ces possibilités. Moi, j'ai appris dans la douleur. Le redressement judiciaire, c'est moi qui le provoque. Donc, c'est normal, vous êtes le chef d'entreprise. Ouais. Oui, mais il y a aussi le tribunal qui vient vous chercher, du coup, c'est pas la même chose. Ah, alors là, c'est pas terrible. Alors, il y a d'autres situations. Il y a dans les tribunaux une cellule de prévention. C'est ce que oui, exactement. Donc, cette cellule de prévention, elle convoque les entreprises sur la base. Et ça, je suis désolé. Le mot convoquer n'est pas terrible. Vous me convoquez, je veux dire, vous ne commencez pas bien par une invitation à boire un café. Voilà. Non, mais je pousse un peu. Je suis tout à fait d'accord. Mais attendez, vous voyez, j'ai une convocation, tribunal, convoqué, c'est comme le tribunal. Alors, on va vous dire quand même sur quelle base. Alors, oui, je sais bien. Les bases les plus importantes, évidemment, ça peut être les alertes des commissaires aux comptes. Signalement des commissaires aux comptes. Ça peut être aussi à la demande des entreprises. Les entreprises demandent à rencontrer quelqu'un. D'accord, donc là, il n'y a pas de convocation, c'est une invitation à boire un café. Le troisième problème que l'on trouve assez souvent, c'est les entreprises qui ne publient pas leurs comptes. Elles ne savent pas toutes que, bien sûr, elles doivent établir des comptes, ça tout le monde le sait, que ça sert à payer les impôts et donc il faut que l'expert comptable donne ça. Quand on est en difficulté, en général, c'est pas le plus gros problème. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles doivent publier leurs comptes tous les ans au tribunal de commerce. Or, ne pas le publier expose à être mal évalué. C'est-à-dire que, en gros, au tribunal de commerce de Compiègne, il y a 5% des entreprises qui publient jamais leurs comptes parce que c'est des entreprises qui sont arrêtées, qui sont arrêtées, qui sont en sommeil, il n'y a plus d'activité. Bon. Quand on regarde l'ensemble des entreprises qui demandent soit l'ouverture, soit quelque chose en matière de procédure collective, on devrait retrouver 5% d'entreprises qui ne publient pas leurs comptes. C'est 50%. C'est un signe. C'est-à-dire que c'est un indicateur très pertinent d'entreprises en difficulté. Les entreprises qui ne publient pas leurs comptes, mais ça, vous le savez que 7 mois prennent leur risque d'être classées dans les entreprises qui sont en difficulté. Ce qui ne fait qu'augmenter les difficultés. Et donc, dans ces cas-là, on invite les entreprises à venir, on s'explique avec elles, on les écoute, et puis on essaye de les conseiller. Soit, d'abord, il y a deux grands domaines. Il y a tout le domaine de ce qui reste dans le confidentiel. La ligne de crête, c'est le confidentiel. Donc, tout ce qui est dans le confidentiel, et il y a plusieurs procédures. Puis ensuite, une fois qu'on a passé la ligne de crête, on est dans le redressement judiciaire et dans les procédures collectives. D'abord la sauvegarde. Donc on a deux mondes, le monde confidentiel ou le monde, je veux dire, où c'est public. Exactement. Alors c'est bien ça. Exactement. Très concrètement, dans ce domaine de la connaissance n'est pas énorme, quels sont les acteurs du confidentiel? Et très concrètement, je suis une entreprise, j'ai en difficulté, je viens vous voir. Quels sont les acteurs qui peuvent, je veux dire, m'accompagner, que vous allez désigner? Comment ça se passe, je veux dire? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Soit ils vont voir Maître Waldman, qui va, ou quelqu'un qui va. Alors, très concrètement, qui je peux aller voir? Attendez, parce que c'est important. Si je viens vous voir. Mais on peut très bien aller prendre. Alors, le plus simple, c'est le président du tribunal de commerce. C'est le plus simple. Parce que ça, c'est immédiat, c'est gratuit, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas oublier que c'est gratuit. Oui, on fait partie du service. C'est gratuit. Le tribunal de commerce, c'est pas très cher en France. Ah non, ça fait partie du service gratuit de la justice. Nous faisons partie. Merci de ce travail bénévole. Voilà. Faut-il le rappeler quand même pour cette. Ah non, mais c'est une justice qui est peu coûteuse pour l'économie française. Je l'espère. Et qui est plutôt diligente ou pas? Ah ben là, ça dépend beaucoup des juges et des tribunaux de commerce. Donc, on ne dira pas de mal des tribunaux qui sont lents. Et on peut mettre en avant ceux qui sont rapides. Non, alors en moyenne, sur la France, on est quand même très, très rapide. On a le taux, je vais défendre les tribunaux de commerce. Bien sûr, vous êtes là pour ça, attendez. Le taux d'appel le plus faible, lorsqu'il y a appel, on a le taux où on est le repris par rapport aux autres tribunaux, où la décision est reprise le plus faible également, et nos délais de délibérer, c'est comme ça qu'on appelle, sont beaucoup plus courts que dans les... Votre batterie d'indicateurs est au point finalement, vous? Non, oui, ça va. D'accord, non, mais par rapport au chef d'entreprise qui ne sait pas quelle est sa trésorerie il y a 3 mois, vous savez le nombre de procédures en permanence que vous ouvrez? Je peux vous dire que par exemple, sur les 4 premiers mois de 2023, on a pratiquement doublé le nombre des procédures collectives. Mais est-ce que c'est pour aller directement en liquidation ou pas? Pour l'essentiel? Beaucoup de liquidation. D'accord, donc c'est une mort naturelle, entre guillemets? Naturelle ou pas, mais c'est une mort... Et ce qui change, c'est la façon de gérer on faisait beaucoup de liquidations avant, un peu
malgré l'entreprise, avec des gens qui avaient tout laissé tomber, qui ne faisaient rien, qui ne venaient même pas au rendez-vous. On a de plus en plus souvent des entreprises qui ont réfléchi, c'est des micro-entreprises, hein, avec 1 ou 2 salariés, et qui viennent, qui disent bah, c'est tout, je veux arrêter, et arrêter le plus proprement possible. L'une des possibilités, c'est une liquidation, amiable si on peut, judiciaire si on ne peut pas payer tout le monde. Encore. Enfin, les liquidations parce qu'il y a des difficultés pré-Covid qui arrivent maintenant, et tout ça, c'est un peu tardif. Donc, les entreprises arrivent en mauvais état, ça passe en liquidation. Très concrètement, je viens vous voir, j'ai une entreprise vient vous voir, voilà, une procédure confidentielle pour pouvoir restructurer, renégocier mes dettes avec mes fournisseurs de matières premières, parce que dans l'UMM, on a quand même la hausse des matières premières qui a fait mal, la hausse énergétique, mon PGE qui arrive en même temps, la baisse de mes commandes au BTP qui se ralentissent, mon banquier qui dit « Oh là, mais moi je veux bien regarder tout ça, mais que s'il y en a d'autres qui regardent, pas tout seul, hein, parce que c'est quand même souvent le cas. » On va essayer de poser des questions. Donc on reçoit les entreprises, on va essayer de poser des questions pour comprendre quelle est leur situation, essayer de... Notre rôle n'est pas de donner des conseils, on n'est pas des professionnels du droit. Non. Notre rôle est de faire de présenter tout, enfin c'est d'étendre le champ du possible. C'est de dire, voilà, vous avez cette possibilité-là, cette possibilité-là, cette possibilité-là. Mais c'est vrai que la façon dont on pose les questions, elle influence sur la réponse. Une fois qu'on a... Par exemple, on va demander, est-ce que vous avez un plan de trésorerie ? Par exemple, on va dire... Commencez peut-être par savoir ce qu'il y a en cessation des paiements, pour reprendre la question de monsieur qui ne savait pas ce que c'est que la cessation des paiements. Redonnez-nous la définition précise, simple de la cessation des paiements. C'est l'impossibilité pour l'entreprise de mettre fin à ces dettes exigibles, dit la loi, c'est souvent exigé tel que c'est lu par les juges, avec ses moyens disponibles. Et je dois aller au tribunal si je ne peux pas faire... Si je ne 45 jours pour 45 jours précis. Oui. À 46, je suis en 45 jours, et on peut vous reprocher de ne pas l'avoir fait si vous n'avez pas demandé au moins une procédure de sauvegarde. D'accord. De conciliation, pardonnez-moi. Donc, un des indicateurs, c'est la hauteur des lettres recommandées sur le bureau du dirigeant qui a des relances pour payer l'URSSAF, le fournisseur. Ça peut être ça c'est déjà trop tard. Les portes sont déjà fermées. Il y a des choses qui sont prévisibles. Une entreprise industrielle qui a perdu un gros contrat, elle va avoir à passer des difficultés. Il faut bien qu'elle le prenne en compte. Et finalement, le tribunal, je ne sais pas comment réagissent ces entreprises, mais elles vont sûrement constituer une équipe. Finalement, le tribunal de commerce peut être un des membres de l'équipe. C'est compliqué, c'est d'aller vous voir si on est plein de trésorerie, encore riche, et on sait qu'on va être malade. Non, mais ça, voilà, mais ça, ça c'est la solution idéale. Enfin, la situation idéale, non, ça. Non, mais pour éviter les difficultés, c'est la solution idéale. En fait, pour compléter, oui, vas-y. Sur la cellule de prévention, elle peut être tout à fait efficace. Encore faut-il que consulter à temps. Moi, ce que je constate dans les différents tribunaux, c'est que si on a une chambre de commerce ou une chambre des métiers qui sont souvent en contact avec les entreprises, ou une fédération professionnelle, suffisamment réactive, fédération professionnelle, par exemple la métallurgie. Il y a quand même 42 000 sociétés en France. Comme c'est aussi un contact naturel avec le dirigeant, pour conseiller le dirigeant d'aller voir la cellule de prévention du tribunal. Ou le spécialiste de la CCI. Ou alors la CCSF, qui est le secrétaire de la CCF, le conseiller départemental à la sortie de crise. En fait, entre le tribunal et l'entreprise, il y a souvent un intermédiaire, quelqu'un qui fait l'intermédiation, mais c'est bien quand il y a des personnes dans ce milieu économique qui conseillent à temps l'entreprise d'aller voir la cellule de prévention. Moi, en ce qui me concerne, quand je fais des consultations gratuites, des diagnostics, avec les éléments disponibles, parce que c'est comme une photo un peu floue qui au fur et à mesure qu'on connaît l'entreprise, ça se précise. Au début, c'est un peu flou, mais on peut quand même dire au chef d'entreprise, là, c'est pas possible, il faut passer en redressement judiciaire parce que c'est pas faire autrement. En un mot, les carottes sont cuites, donc il faut y aller. Enfin, les carottes sont cuites. Il y a encore une fois, il faut aller le faire opérer. Si on parle de redressement, c'est que les carottes ne sont pas toutes cuites. Elles sont pas toutes cuites, il y a encore des solutions. En tout cas, il faut y aller. D'ailleurs, ça se voit bien. Quelle est la solution ? C'est possible.
ou alors là, non, oui, là on peut négocier avec les créanciers, parce que l'état de gestion des paiements, par exemple, pour parler de ça, c'est quand même relatif. Si un créancier... C'est relatif ou c'est... Non, pardon, Daniel, il faut que je sois précis là, parce que moi je veux savoir si c'est dans la loi ou il y a une définition précise. Disons qu'on a on a une entreprise qui a signé, par exemple, une petite entreprise, parce qu'il y a on va dire un fournisseur qui a signé. Et c'est ça parce que la créance est vraiment importante, ça met l'entreprise en état de gestion des paiements. Si on fait un mandat ad hoc à l'instant T et qu'on négocie, qu'on trouve une suspension de l'exigibilité de cette créance, l'entreprise n'est plus en état de gestion des paiements. Donc des fois, ça tient un peu de choses. Ah, ça tient un peu de choses. Oui. On est d'accord. Donc c'est comme la ligne jaune. Oui. C'est la grosse différence. On passe pas. Mais c'est la grosse différence entre exiger et exigible. Oui, mais c'est très important. La loi dit exigible, et en réalité, c'est souvent exigé. Oui, mais moi, je suis légaliste, donc je lis la loi. Ça, c'est la ligne jaune. Oui. On peut repasser de côté encore assez rapidement. Mais on peut rapidement faire du 51 au lieu du 50 négociation de la vitesse. Et puis, s'il y a un accord, ça change la nature des choses. Si vous avez une dette URSSAF, donc ben voilà, vous avez un accord avec l'URSSAF pour payer tant par mois, ben ça change la nature des choses. Et au niveau des PGE, justement, comment ça se passe? On en avait parlé, on a une question de Francis qui demande si un nouveau différé de PGE peut impacter la cotation Banque de France. Puis moi, j'aurais une question plus large. Comment ça, puisqu'on a des questions aussi qui nous viennent, comment ça marche? Est-ce qu'on peut renégocier son PGE? Dans quel cadre? Et puis, quelles sont les conséquences pratiques à la fois pour la cotation, mais également pour la situation de l'entreprise en tant que telle? Est-ce que c'est un prêt classique, le PGE? On a organisé un colloque sur le remboursement des PGE, parce que c'est une problématique évidente. Vous avez parlé d'abandon aussi? Alors, le problème, c'est que... excusez-moi. Il y a beaucoup d'outils qui ont été prévus, mais dans les outils, on a un peu oublié le problème de la cotation. Et c'est vrai que ne pas faire face aux exigences du remboursement du prêt garanti par l'État, ça expose à voir dégrader sa cotation Banque de France. Mais en fait, comme tout crédit qui n'est pas remboursé, enfin je parle sous le contrôle de Farid, dès lors qu'il y a un crédit qui fait l'objet d'un rééchelonnement, et ça peut être dans le cadre d'un mandat ad hoc d'une conciliation, la banque a la possibilité de déclarer un défaut à la Banque de France. Donc, mais ça dure le temps du rééchelonnement du crédit. Les PGE, ça s'est très bien passé l'année dernière jusqu'à septembre. Il y a eu beaucoup de rééchelonnement de PGE. Maintenant, c'est un peu plus tendu, les banques sont un peu plus tendues, et il y a une problématique de taux d'intérêt pour entrer dans... Parce que... On peut poser la question à Farid. Farid, quelle est l'évolution des taux d'intérêt et des politiques finalement de banque par rapport à des restructurations financières? Est-ce que, pour faire simple, est-ce que vous êtes plus dur qu'avant, plus exigeant et finalement moins conciliant, en un mot? Comment présenter les choses pour faciliter aussi? Est-ce que vous êtes moins sympathique qu'avant? Alors, très objectivement, moi je fais du coopératif, je ne pense pas que, enfin en ce qui me concerne, moi je fais de la restructuration depuis 2008, donc juste avant la crise de Lehman Brothers. Je ne peux pas dire aujourd'hui qu'on est plus dur qu'on l'a été ces 2 dernières années ou même les 5 dernières années. Nous, notre objectif, mais là, il faut être très réaliste, et je le dis à toute la franchise que j'ai, c'est bien sûr d'accompagner l'entreprise, mais l'idée, c'est pas non plus qu'on parte avec la liquidation judiciaire avec des pertes pour la banque. Donc moi, j'en reviens toujours, nous, notre position, elle ne change pas, c'est toujours aider l'entreprise dès lors qu'on voit qu'il y a des vraies perspectives de redressement. Et c'est ça qui est le plus important. Donc nous, c'est... et j'entendais par contre abandon de PGE, non, on ne fait pas d'abandon sur le PGE, sauf une situation très très exceptionnelle. Ah, c'est pas interdit. Alors, ça part au Syrie, c'est uniquement des dossiers comme ça, mais croyez-moi, enfin, en tout cas au produit coopératif, il n'y a pas d'abandon de créance, c'est pas quelque chose qu'on fait. Il y a des dispositifs aujourd'hui qui ont fait leur preuve, notamment les restructurations des PGE dont on parlait tout à l'heure, avec le processus des PGE inférieurs à 50 000 €, supérieurs à 50 000 €. Dans un cas, vous passez par la médiation de crédit, dans l'autre, ça passe par le conseiller départemental avec la sortie de crise qui vous orientera, le chef d'entreprise, vers une médiation ou une conciliation. Et sur ça, nous, on en fait un rythme d'ailleurs plus
élevés qu'en 2022, et c'est pas là où franchement on a des difficultés particulières. Là où c'est beaucoup plus dur, c'est qu'on voit que, encore une fois, j'insiste, les dégradations d'entreprises, autant l'année dernière, on était dans des choses, on voyait les difficultés arriver et plutôt les chefs d'entreprise étaient dans des phases d'anticipation. Aujourd'hui, on revient un peu à ce que disait tout à l'heure monsieur. J'arrive, il faut restructurer mon PGE, puis dès qu'on regarde un peu, il y a déjà des retards fournisseurs, il y a des retards URSSAF. Et là, on voit que le problème, c'est plus de restructurer le PGE, comme je le disais tout à l'heure. Donc, par rapport à ça, non, je ne pense pas que je vois sur les accords de place, parce que je fais encore quelques dossiers aussi, les banques n'ont pas plus resserré, je dirais, les négociations que d'habitude. Ils essayent toujours d'accompagner, dès lors, encore une fois, qu'il y a des vraies perspectives de rebond. Sur ça, ça ne change pas. Après, c'est sûr que l'environnement est un peu plus difficile en ce moment, mais moi, je vous dressais tout à l'heure un portrait sur le PIB, l'inflation. On est dans une situation un peu délicate, mais ce n'est pas non plus, moi, je dis la catastrophe. Là, on commence à recevoir l'enfant des comptes, globalement, ça se va bien. Et toujours la même chose. Pour ceux qui anticipent en amont, je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, mais c'est toujours beaucoup plus facile. On parlait des procédures tout à l'heure, tout de suite, mandat de conciliation. Moi, je le dis avec grande sincérité. Première chose, vous avez des difficultés de trésorerie, allez voir votre banquier et dites-lui tout. Je parle la semaine dernière, on avait un compte qui était tendu. On dit, on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis, au bout de 5 jours, on aura un client, il ne répond pas, on va voir l'entreprise, puis on s'aperçoit qu'en fait, il ne devait pas nous dire qu'il venait d'avoir un impayé client de 200 000 euros. Bon, c'est une entreprise qui faisait 3 millions de chiffre d'affaires. C'est énorme. Bon, il faut faire preuve de transparence et exprimer ses difficultés. Je ne dis pas qu'on va tout le temps aider, mais à chaque fois qu'on voit que c'est une difficulté passagère ou qu'il y a une difficulté plus lourde, nous-mêmes, même si on n'a pas s'immiscé dans la gestion de l'entreprise, on va dire, attendez, là, peut-être qu'il y a la case médiation. On n'en a pas parlé des médiations de crédit. Je trouve que moi, c'est un très, très bel outil, en matière de procédure, qui est d'ailleurs totalement confidentiel, ou pour aider une entreprise sur des difficultés passagères, dès lors qu'elle rencontre des difficultés avec son banquier. C'est très important. Et je vous dirais, nous, les plus belles, j'en parlais vendredi avec Mathieu, il nous arrive de très bien réaménager des dettes sans passer par des procédures aviales, notamment quand on est banquier unique. Et ces dossiers-là, en général, ça se passe très, très, très bien. Donc voilà. Et dernier point peut-être, j'insiste sur ce que disait Maître, sur les procédures amiables de mandat de conciliation. C'est un superbe outil. Nous, je regardais sur les 5 dernières années, 8 dossiers sur 10 qui est passé en mandat ad hoc en conciliation est sorti par le haut. C'est-à-dire qu'on a restructuré la dette 12 ou 24 mois souvent, et après plus de difficultés et la vanne des crédits à nouveau ouverte, etc. C'est très important. Sur ces 8 sur 10 qui sont passés, pourquoi ? Parce que le client n'a pas attendu d'avoir des retards dans tous les sens et il était dans une phase d'anticipation en disant « je vais avoir des problèmes ». Parfois des problèmes assez lourds qui a nécessité une vraie restructuration de l'entreprise. On a réussi tous ensemble à s'en sortir. Merci. Une question au chef d'entreprise qui est parmi nous. On entend le mot transparence, le mot dialogue, le mot échange, le mot confiance. N'est-ce pas une difficulté concilier entre la transparence, ou en tout cas un dialogue franc, et la naïveté qui ne doit pas... comment le chef d'entreprise arrive à naviguer entre, tout dire et qui parfois lui est préjudiciable, et ne rien dire qui est aussi préjudiciable. Donc cette ligne de crête, est-ce qu'elle est facile à tenir pour un chef d'entreprise ? J'ai 2 réponses, c'est-à-dire que moi, il y a 10 ans, j'étais une autre personne et je faisais différemment. Aujourd'hui, alors moi, je n'ai pas de problème avec mes bilans. Je les ai relativement rapidement, ça a été négocié avec l'expert comptable quand j'ai signé avec le nouvel expert comptable. Du coup, je diffuse tous mes chiffres très très vite parce que moi, j'ai pas de cotation ma cotation de Banque de France, je suis encore en rouge encore pendant un mois, malgré le droit à l'oubli, parce qu'en Banque de France, on a le droit à l'oubli au bout de 5 ans, mais ça change strictement rien du tout. C'est terrifiant, ça. C'est-à-dire que vous avez avez encore des fournisseurs que je paye plus quand même. Alors Jean-Pierre, juste à ce propos de cote, il y a des cabinets spécialisés dans la remontée de la cote Banque de France. Non, mais alors, elle a augmenté. Pour les sociétés en plan, parce que ça m'arrive de la conseiller d'aller voir ce type de cabinet. Il faut aller voir la Banque de France, il faut dire voilà, je suis juste en train de sortir du plan. Vous pouvez aller voir directement la Banque de France. C'est encore mieux, c'est possible. C'est ce que proposait la Banque de France lors des derniers webinaires. C'est venez nous voir. Venez nous parler. Aujourd'hui,
Alors moi, j'ai strictement rien contre la Banque de France et j'ai de bons rapports avec eux. Mais aujourd'hui, vous avez quand même l'assurance crédit qui fait plutôt la pluie et le beau temps. Oui. Malgré une cotation Banque de France qui a été remontée, ma cotation crédit, elle est extrêmement basse. Du coup, les gens ne me font pas confiance. Ah, mais c'est comme Même si la cotation Banque de France a augmenté par rapport à il y a 10 ans, parce que j'ai le droit à l'oubli, tout ça. C'est comme, comme la cotation Fitch, hein, ou Moody's pour la France. Hein. Bon, vous voyez, sur les taux d'intérêt, ça peut avoir des influences. On parle beaucoup de prévention. Très concrètement, il y a des chefs d'entreprise. Bon, mais ça me coûte combien une procédure de prévention? Je peux choisir celui qui va travailler avec moi. Je fais comme Casino, alors lui, il a utilisé tous les mandataires possibles de justice. Il a bien anticipé le mur de ses dettes. Qui fixe le prix, ça se négocie, comment ça marche, vous qui êtes... Tout est négociable. Tout est négociable. Ah, c'est intéressant déjà. C'est quand même intéressant. Et donc, lorsqu'il s'agit de mandat ad hoc et de conciliation, c'est le président qui fixe les honoraires. C'est lui qui fixe. Oui, mais bien sûr, en concertation avec les parties en présence. Donc, il y a une négociation quelque part entre le chef d'entreprise et le mandataire. En disant non, là c'est trop cher, je vais aller en voir un autre. Il y a un plafonnement obligatoire. Non, mais moi c'est le minimum que je cherche, pas le maximum. Attends. Non, mais quand on est sur les procédures confidentielles, franchement, ça se passe plutôt pas mal. Je dirais que c'est une dépense, bien sûr, c'est payant. Hein. Donc j'en trouve un qui me plaît bien. J'en ai vu plusieurs. Oui, bien sûr. C'est comme ça que ça se passe. Oui, bien sûr. J'ai négocié avec lui, il m'a proposé une convention d'honoraires. Je vais voir le président pour que. Et puis c'est vous qui validez la chose. Oui, ça peut se faire comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Bon, donc je peux en voir quelques-uns, et puis après je vais voir leur tête, et puis leur réputation, la confiance en qu'ils général, m'inspirent. les entreprises vont en voir qu'un seul. Je crois, je ne sais pas quel est votre avis. Mais... Oui, ça peut arriver de temps en temps d'avoir plusieurs consultations, mais et bon, il faut qu'il y ait une confiance qui se crée. Comme dans toute relation contractuelle entre un client et un fournisseur. Il faut que le chef d'entreprise, une fois qu'on a eu le rendez-vous, qu'on a suffisamment communiqué, il faut qu'il ait confiance dans le mandataire ad hoc conciliateur. Comme l'expert comptable où il signe sa lettre de mission, quelque part. Il faut de la confiance. Ou avec le commissaire aux comptes, il faut aussi la confiance pour choisir un commissaire aux comptes avec qui on va devoir vivre combien d'années? 6 ans. 6 ans, il ne faut pas se tromper quand même. Parfois 3, mais c'est plutôt 6 ans. 6 ans de contrat, c'est un CDD long, ça. Quand même, hein. On ne peut même pas révoquer son fournisseur s'il n'est pas sympa. Il faut qu'on ait pouvoir travailler en confiance, qu'on travaille dans la durée. Indépendance. En indépendance. Ouais. Hein. Alors, je viens vous voir. Si je peux me permettre, le coût d'un mandataire conciliation, très objectivement, moi je suis neutre. Je vous parle de mon aide de banquier par rapport à ce taux de sortie par le haut. Franchement, le coût d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur ou d'un administrateur, quand on voit comment en très très peu de temps finalement ça peut remettre sur les rails un plan de restructuration qui était déjà imaginé par le fonds d'entreprise, mais ça peut élargir. Le coût-bénéfice, il n'y a vraiment pas photo. Hein. Ça doit en aucun cas être un frein. Hein. Non, mais on est bien d'accord que, je veux dire, des acteurs qu'on va voir de façon anticipée, mais on revient toujours sur cette question d'anticiper. Si je sais que j'ai des soucis au mois de novembre, c'est vrai que c'est mieux de s'en occuper dès maintenant, parce que pour juillet, ça va être un peu compliqué de réunir les banquiers, de réunir les acteurs divers et variés. Donc, une fois que j'ai négocié, je veux dire, le périmètre d'intervention est défini dans le contrat que j'ai avec Bien sûr, ouais. Il y a une lettre de mission, bien sûr. Non, mais c'est important de le dire parce qu'on pense que c'est le tribunal qui décide de tout. Il m'a piqué ma carte bancaire, j'ai plus de compte, j'ai plus rien, j'ai pas envie d'aider ces gens-là. Quand on est du côté dont on a parlé tout à l'heure, du confidentiel. Oui, du confidentiel. L'entreprise a la main sur tout. Très important. Elle choisit tout, elle peut tout faire, toutes les portes sont ouvertes. Il n'y a pas le dirigeant reste tout à fait maître de sa gestion. Le seul rôle du mandataire ad hoc ou du conciliateur, c'est de négocier avec les créanciers. Donc il a un mandat, comme son nom l'indique. Il a un mandat, mais il n'intervient pas dans la gestion.
Il a un mandat et le dirigeant peut être opposé et dire non, mais ça va pas, c'est pas comme ça que je veux que les choses se passent. Et quand on est passé de l'autre côté, c'est-à-dire quand on a passé le cap du confidentiel, on est dans une procédure collective, il y a quand même la première procédure, la plus légère, on va dire la sauvegarde, où l'entreprise garde la main. Alors, évidemment, elle garde la main. Relative. Oui, c'est très relatif dans la mesure où, si par exemple ce sont des métiers de bouche, pour se servir à Rungis quand on est en sauvegarde, c'est pas évident, quoi. Parce qu'on ne fait plus crédit, parce qu'il faut payer plus des camions. Mais c'est pas la faute, c'est pas la faute, je veux dire, c'est pas la responsabilité du mandataire. C'est la rupture de la confidentialité qui crée ça. N'empêche que, en sauvegarde, c'est l'entreprise qui va décider de la suite des opérations, elle décide encore de tout. Alors que quand on est en redressement judiciaire, là, c'est plus pareil. Le tribunal peut voir imposer, il peut y avoir une tierce personne qui peut intervenir. On est dans des cas beaucoup plus difficiles. D'accord. Je veux dire, la posologie est plus rude. Ouais, beaucoup plus rude. Oui. Hein? Et très dur à vivre pour le chef d'entreprise. Oui, qui depuis 40 ans était maître de tout et qui tout d'un coup est maître de plus grand-chose. Ouais, enfin, en moyenne, c'est pas 40 ans, c'est plutôt 2 ans ou 3 ans. non, mais il est chef d'entreprise parfait. Oui, c'est vrai. Oui, peut-être pour compléter ce qui vient d'être dit, préciser aussi que dans le cadre de procédures amiables, donc non collectives, il y a la possibilité, puisque justement on n'est pas en procédure collective, d'avoir des aides qui ne sont pas ouvertes après. Je pense notamment au fonds premier secours, qui est partagé avec les tribunaux de commerce. On a la faculté de prescrire auprès de la région des fonds qui, très concrètement, c'est un prêt porté à l'entreprise voilà, c'est très clairement de la trésorerie, de 5 à 50 000 euros. Alors, on est donc quand même dans le cas d'une procédure encadrée, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que vous avez bien dit tout à l'heure, quand on dit plus vous venez tôt, plus il y a de portes ouvertes, les portes ouvertes, très concrètement, ça peut être une aide financière à l'entreprise. Dans le cas du fonds de premier secours, on est à un plafond de 50 000 euros, mais il existe d'autres aides, notamment de la région, je pense à GF Prévention Partagée, et en tout cas en partenariat avec les CCI, qui peuvent aller jusqu'à 300 000 euros, et dans certains cas, beaucoup plus rares, soyons clairs, même au-delà. Donc, encore une fois, arriver tôt, c'est vraiment se donner toutes les chances d'avoir des aides, et c'est pas uniquement du conseil, ça peut être aussi du cash flow. Oui, donc du cash et des partenaires et du temps. Qui vont permettre de mettre en œuvre un certain nombre de mesures de restructuration, d'adaptation, de la structure. Et le CAC, bah oui, parce que s'il croyait que je le voyais qu'une fois par an, non, j'ai le droit de l'appeler quand même plus régulièrement, non? Ben oui, tout à fait, tout à fait. Le commissaire aux comptes, c'est un conseil, enfin c'est pas un conseil, c'est un. Vous n'avez pas le droit de conseiller. Non, mais on accompagne le chef d'entreprise. On est là pour l'écouter, pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc vous me recommandez de demander à mon expert comptable de faire un prévisionnel de trésorerie jusqu'à la fin de l'année. Oui. En un mot pour simplifier là. Oui. Début juin. Tout à fait. Donc un prévis de trésorerie jusqu'à la fin de l'année. Un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Sinon, je fais une procédure d'alerte. Non, pas forcément. Si vous me menacez pour avoir ça, non. Sinon, il ne le fait pas. Non. Voilà, vous lui dites que ça va être beaucoup plus compliqué s'il le fait pas. On lui dit que c'est beaucoup plus simple pour nous pour pouvoir l'accompagner sereinement. Voilà. On lui rend service, on lui rend service. Tout à l'heure, on a discuté ensemble avant cette réunion, et en fait, Monsieur Bonin m'expliquait qu'en fait, parce que je lui ai demandé, mais oui, votre expert comptable, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Et en fait, vous m'avez dit, il était pas dur, voilà, il n'était peut-être pas assez dur. Je pense qu'il était un peu trop conciliant. Voilà. Mais ça, c'est le risque de la fidélité de 10 ans. Vous devenez, l'expert comptable devient un peu trop, voilà, il voit plus, ou il devient trop sympathique finalement. Ouais, c'est pas exactement ça. Non. J'avais pas 10 ans derrière moi, donc il n'y avait pas de relation comme ça. Après, je pense que vous n'étiez pas assez. Alors c'est de la faute. En tout cas, pour la chose qui est claire, c'est que la faute, elle est 100% chez moi. Donc, vous n'étiez pas assez exigeant avec votre fournisseur d'expertise comptable, finalement. Oui, je pense qu'il était. Quoi qu'il arrive, c'est ma faute. non, mais c'est important. Autant être clair. Le dirigeant, c'est moi qui ai pris des décisions. Alors, c'est pas une faute, c'est une responsabilité. Je pense que c'est un mot qui est quand même plus adapté. C'est une erreur. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense que l'expert comptable, à l'époque,
a été beaucoup trop conciliant, les problèmes étaient détectés bien en amont, et après, ça n'a pas été assez... Il n'y a pas eu assez de rôle peut-être assez dur. Donc finalement, le dirigeant est trop complaisant avec lui-même et ses prestataires sont trop complaisants avec le dirigeant. Dans ce cas-là, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un manque peut-être de formation en gestion et finance de ta part, étant donné que tu as une culture technique, une formation technique à la base, pour rejoindre là aussi la question de la CCSO, de la directrice de la CCSO, Karine Génie-Coutier, qui déplorait qu'il n'y avait pas suffisamment finalement de formation pour les chefs d'entreprise ou alors en dehors des formations à la papa. Je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, chef d'entreprise, on le devient, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le tableau de bord et les indicateurs, c'est vraiment essentiel à l'entreprise. Aujourd'hui, nous, on ne sait pas fonctionner. Alors moi, j'ai tout en interne maintenant parce que l'expérience a fait qu'on a préféré maîtriser tout ça. Mais après, je pense qu'il y a un manque de communication. Encore une fois, moi j'attire votre attention sur le fait que le dirigeant, pour qu'il fasse le pas, aller dans des procédures qui sont plus soft que le restement judiciaire, c'est très très dur psychologiquement à faire. C'est avouer avoir fait des erreurs. Aujourd'hui, c'est quand même, je pense que le dirigeant, il a tout sur les épaules. Et aujourd'hui, il doit aller voir des gens qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas comment il va être mangé. Enfin, c'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment des soucis de communication et comme vous le disiez tout à l'heure, avoir déjà un premier interlocuteur qui sait tout ce qui existe et qui peut lui dire voilà, ça, on n'en parlera pas, c'est soft, ça, on peut faire ça, là, il y a ça qui est possible. Moi, à l'époque, alors, sûrement de ma faute parce que je ne savais pas, mais en tout cas, je pense qu'il manque de communication. Il manque d'information, de communication et de formation aussi. Mais on ferait demain une formation sur... et si vous étiez en difficulté, que faudrait-il faire? Il y aurait combien d'adhérents à cette formation? Je me retourne là à l'UMM. Combien de personnes viendraient à une formation de 2 jours sur ce sujet-là aujourd'hui? Personne? 22. Ça descend. Parce que tant que je ne suis pas complètement malade, c'est pas la peine que j'aille à l'hôpital quand même. On verra bien s'il faut que j'aille me faire opérer. J'attendrai quand même au mois de novembre. Le temps nous est compté. Un petit mot de conclusion, chacun, synthétique. Oui, alors juste un mot, 2 mots. Ok, un mot. N'oublions pas le projet. On a beaucoup parlé d'argent, de tableau de bord, de prévisionnel, c'est nécessaire. Et en tout cas, pour ce qui est de la région, lorsqu'on intervient financièrement dans une entreprise en tension de trésorerie, on regarde aussi le projet économique et le projet social. N'oublions pas qu'à la fin, pour se sortir d'une difficulté, il faut avoir un projet de rebond. Sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, on devient un serpent de mer et on revient tous les ans voir les mêmes acteurs. Je pense que c'est essentiel. Un projet de développement de l'entreprise économique et social. Je dirais, n'attendez pas. Contactez-nous le plus rapidement possible et je pense que collectivement, on l'a dit, on est bien reçus si on appelle. Mais bien sûr. Alors appelez, messieurs les chefs d'entreprise. On est tous là pour vous écouter et vous aider à prendre les meilleures décisions que vous en avez possible. Et votre carnet d'adresses, vous avez tous les numéros de téléphone et les mails qui conviennent pour qu'on puisse avancer après. C'est l'objectif. Même le numéro de Bruno Le Maire, je suis sûr. Ça sera même pas mettre. Je vous l'avais dit, mais vous allez les répéter, je suppose. Bien sûr, avoir un tableau de bord qui permet d'avoir une gestion prévisionnelle de sa trésorerie pour pouvoir agir. Je pense qu'il y a un autre point dont on n'a pas parlé, c'est dommage. Il y a aussi des entreprises qui sous-estiment l'aspect commercial. Parce qu'en fait, c'est 100% de la valeur ajoutée de l'entreprise qui passe par le commercial. C'est le commercial qui fixe les prix unitaires, c'est le commercial qui fixe le... Et les entreprises ont peut-être laissé un peu tomber des investissements dans le domaine de la démarche commerciale. Et ce qui fait que dans l'industrie, on entend souvent, les primes sont fixées par le marché, etc. Je crois qu'il y a des choses à faire quand même dans le domaine. Il y a beaucoup de choses à faire. La dynamique commerciale. Une entreprise qui est en crise, c'est peut-être l'opportunité de revoir son modèle économique. Et puis son portefeuille client. Tout à fait. En un mot, vous dites un prévisionnel de trésorerie jusqu'à fin de l'année, plus
business plan à 3 ans, un peu moitié de texte et moitié des chiffres. Exactement. C'est ça que vous voulez. Exactement. Et vous seriez un chef d'entreprise heureux. Je suis un chef d'entreprise heureux. Non, mais encore, vous recevez des chefs d'entreprise qui ont tout ça dans leur besace. Alors, moi, ce que je pourrais dire, c'est que il y a des situations d'incertitude de plus en plus importantes. Depuis le Covid, on est confronté à des changements de plus en plus rapides. Les chefs d'entreprise, c'est leur quotidien. Et il faut savoir s'adapter, se dire que demain, ça ne sera pas comme hier. Et les difficultés peuvent arriver rapidement et plus rapidement qu'avant. Et dans l'adaptation, il y a les outils, donc il faut les connaître. C'est intéressant de les connaître parce que ça peut être utile, être très utile. Donc voilà, c'est savoir s'adapter, utiliser des outils existants. Merci. Frédéric. La loi Pacte a été pour les commissaires aux comptes un électrochoc, je crois, et aujourd'hui. Ça vous a fait du bien ? Au début, pas forcément, mais aujourd'hui, on est en train de se réinventer. Ah, c'est bien. Et on est en train de faire comprendre au milieu économique qu'il n'y a pas simplement la certification des comptes, que le commissaire aux comptes, c'est un acteur important de la prévention des entreprises, qu'on peut être là tout au long de l'année et travailler de concert avec l'expert comptable, le chef d'entreprise et le cas échéant avec le tribunal de commerce, voire avec l'administrateur judiciaire. Vous êtes en pleine révolution alors. Tout à fait. Vous avez changé votre modèle économique. Enfin, la valeur ajoutée apportée au client est au cœur de votre démarche. Tout à fait. Super. Voilà. En tout cas, c'est l'objectif. C'est l'objectif et c'est ce qu'on fait au sein de la compagnie des commissaires aux comptes des Hauts-de-France. Voilà. Merci. En fait, c'est vrai que c'est difficile de le dire en quelques mots. Donc, vis-à-vis des experts comptables, de toute façon, depuis plusieurs mois, j'organise pas mal d'événements et bientôt on en a un ensemble pour sensibiliser les experts comptables. Mais si je devais donner un conseil aussi aux dirigeants, c'est ne prenez pas un expert comptable juste pour faire votre bilan non plus. Non, voilà. Et ça arrive souvent. Et ça arrive très souvent parce qu'ils viennent nous voir. Voilà, nous, notre bilan, enfin le minimum, ça suffira parce qu'on veut payer le moins cher. Alors, après, c'est aussi à l'expert comptable de dire quelle est l'importance de son rôle. Donc voilà, l'expert comptable, c'est de la prévention, c'est de l'anticipation. Ce n'est pas qu'une simple liasse fiscale à minima. Oh non. Hein. Mais alors, ce qui va aider, c'est ce que je disais à Frédéric tout à l'heure, vive la facturation électronique. Hein. Parce que quelque part, avec la facturation électronique, demain, ce sera des données en temps réel. Voilà. Et donc, du bonheur. Et ça facilitera l'analyse des données financières et extra-financières. Ouais. Voilà. Un petit mot un petit mot pour conclure. Je parlerai plutôt d'anticipation, hein, comme tout le monde autour de la table. Ça évitera de passer par où je suis passé. Et en fait, il y a beaucoup d'organismes. Et je pense que c'est vraiment un problème de communication. Et donc, merci à Mathieu d'avoir organisé cette réunion et de diffuser tout ça, parce que c'est très important de savoir que ça existe. Merci pour votre témoignage, parce que c'est très important de voir que la moitié de l'enjeu est un enjeu humain, quelque part, au-delà de la technique et des outils. Pour ma part, je ferai juste un mot, je convertirai le mot prévision en un mot d'ambition, quelque part, puisque la prévision, c'est souvent se dire, mais quel temps va-t-il faire au mois de novembre? On n'en sait rien. Donc, c'est pas ça, finalement, qu'on demande. C'est quelle est l'ambition que le chef d'entreprise et l'entreprise ont sur ces éléments économiques, de chiffre d'affaires, de trésorerie, mais c'est pas élargissons ce mot, parce que les chefs d'entreprise, quand on leur dit il faut faire une prévision de trésorerie, ils disent ah mais j'en sais rien, comment voulez-vous que je sache si je vais te payer à 30 jours? Bon je fais rien, puisque je sais pas. Voilà. Et Farid, pour terminer, qui est à Paris, donc le temps d'attente. Je dirais moi aussi, maître mot, c'est vraiment anticipation et ça passe par suivi de sa trésorerie, de sa rentabilité. C'est impératif. Et je dirais aussi ne pas rester seul. Dès qu'il y a des difficultés, il faut savoir s'entourer. Comme l'a dit Maître, il y a tout un panel de procédures aujourd'hui qui sont vraiment très très bien faites pour anticiper les procédures collectives. Là déjà c'est beaucoup plus compliqué. Les mandats ad hoc, les conciliations, les médiations. Parler à son banquier. Être transparent, c'est extrêmement important et souvent ça peut faire de belles solutions et éviter des procédures collectives. Affaires spéciales, c'est quand même pas terrible comme nom
de votre service. Ça fait un peu opération spéciale quand même. Hein. Vous avez C'est pas vrai, songé- c'est vrai. Après, vous savez, c'est comme le tribunal. Au-delà du mot, je pense que le plus important, c'est l'efficacité de ces fonctions. Oui, mais il faut faire du marketing. Il faut faire du marketing. C'est vrai, c'est vrai. On réfléchira à ça dans le monde des banquiers. Voilà. Peut-être à la prochaine réunion, on aura nouveau nom. Merci en tout cas. Merci à tous. Et merci encore pour l'invitation. Merci. Très bien, merci beaucoup à tous nos experts, tous nos intervenants. Au niveau des auditeurs, vous aurez le support qui est téléchargeable en faisant un clic droit. Il contient toutes les informations techniques et les outils évoqués, les contacts des différents interlocuteurs. Et nous vous leur adresserons également par mail. Bien sûr, Cap Industrie, l'ensemble de l'équipe, mes collègues Sophie, Elodie, Olivier, Benoît et moi-même restons à votre disposition pour réorienter vers l'ensemble des acteurs ici présents. On a la chance en Hauts-de-France d'avoir une région qui communique bien. L'écosystème se connaît et donc l'information, même si elle reste confidentielle, circule pour orienter au mieux les dirigeants par rapport à leurs besoins. Donc la meilleure chose à faire, c'est de ne pas rester seul. Généralement, on trouve des solutions. Appelez Mathieu. Donc le webinaire se termine. Merci à tous pour votre participation et bonne semaine. Merci. Merci. Au revoir.